Chers amis, bonjour. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons suivre Napoléon et sa grande armée dans leur retraite. Si vous vous demandez encore pourquoi Napoléon s'est attaqué à la Russie et pourquoi il s'est retrouvé dans ce bourbier, ça veut dire que vous n'avez pas vu les épisodes précédents. Pour comprendre, c'est par ici. À la faveur de l'été, la grande armée s'est enfoncée en Russie. 440 000 hommes ont traversé le Niémen en juin. La dysenterie et le typhus déciment l'armée de Napoléon. Les hommes, couverts de poux, ont faim. Les chevaux meurent. La discipline se relâche. Les Russes offrent seulement une résistance sporadique. Nous sommes prêts à livrer bataille, sire. Ce n'est pas mon avis, général. Le Corse a pour objectif une guerre courte dans laquelle l'issue sera déterminée par une de ces victoires qui ont fait sa gloire. Il voudra un nouvel Austerlitz. Nous allons le priver de ce plaisir. En refusant l'affrontement, c'est une attitude indigne. Laissons-le se perdre. Et donnons-nous du temps. Ceci est souvent considéré comme un exemple de politique de la terre brûlée. En réalité, la retraite russe ne faisait pas partie d'un plan établi pour attirer les Français dans les terres russes où l'hiver et le manque de provisions contribueraient à les anéantir. La vitesse et la puissance de la grande armée empêchent les commandants russes de trouver une occasion de combat dans des conditions favorables. Les Russes sont forcés de battre en retraite. L'armée de Napoléon a perdu beaucoup d'hommes. Rappelons qu'il ne lui reste qu'un tiers de ses effectifs de départ. En effet, si une partie des soldats est restée en garnison dans les villes occupées, de nombreux ont déserté, sont morts du typhus ou de dysenterie. On se battait pour avoir de l'eau, et on buvait même la boue. Nous sommes le 7 septembre 1812. Le général Koutouzov décide d'interrompre sa retraite pour sauver Moscou. Il fait construire à la hâte une série de retranchements près du village de Borodino, en vue de stopper l'avancée française. À la veille de la bataille de Borodino, il n'est pas encore question pour la grande armée de battre en retraite. Napoléon veut sa bataille majeure et il est persuadé qu'en prenant Moscou, il mettra fin à la guerre. Aux 130 000 hommes de la grande armée s'opposent 120 000 Russes et 600 canons. Craignant une nouvelle fuite des Russes, Napoléon décide d'attaquer frontalement. Les combats durent toute la journée et feront 45 000 morts côté russe contre 30 000 morts côté français. Le prince Piotr Ivanovitch Bagration, commandant de la deuxième armée, sera tué au combat. Koutouzov se retire en bon ordre pendant la nuit. Napoléon continue sa progression. Si la grande armée a perdu près des 2 tiers de ses effectifs, les Russes ne peuvent se permettre un nouveau choc frontal avec Napoléon. Le 13 septembre, les généraux russes se réunissent en conseil de guerre à Filly, dans une petite cabane en bois pour décider de la suite des événements. Toute tentative de tenir Moscou entraînerait la destruction de l'armée russe, la chute de la ville et la fin probable de l'Empire russe. La décision est prise, Moscou sera abandonné à l'ennemi. Le général Koutouzov écrira au tsar : « Votre Majesté, Napoléon entrant à Moscou ne signifie pas encore qu'il a conquis la Russie. » Le lendemain 14 septembre, Napoléon est aux portes de Moscou. Il attend plusieurs heures la capitulation officielle et les clés symboliques de la ville. Mais il ne se passe rien. On l'informe juste que l'armée et les citoyens sont partis. Découragé et déçu, Napoléon entre dans une ville déserte. Seuls quelques milliers d'habitants étaient restés sur les 275 000 que comptait la ville. Napoléon s'installe au Kremlin. Il ne le sait pas encore, mais le piège de Moscou vient de se refermer sur lui et son armée. Rapidement, des feux se déclarent un peu partout et la ville devient la proie des flammes. L'origine de ces feux fait encore débat aujourd'hui. Napoléon accuse le gouverneur général de Moscou, Fiodor Rostopchine, d'avoir organisé ces sabotages en libérant les brigands russes emprisonnés dans les geôles moscovites et en leur demandant, en échange, de mettre le feu à la ville. Certains historiens russes estiment que ces incendies furent causés par l'imprudence des envahisseurs. Personnellement, je pense qu'il y a un peu des deux. Mais quel étrange triomphe pour Napoléon. Il doit quitter le Kremlin le lendemain de son arrivée pour s'installer dans un endroit plus sûr. L'incendie ravage la ville pendant 6 jours. Napoléon est fou de rage, il laisse son armée rôder dans la ville. Les razzias et le pillage ont pris des proportions incontrôlées. 100 000 soldats
se transforment en une foule de maraudeurs. Les quelques habitants restés sur place rejoignent les partisans qui feront plusieurs milliers de victimes parmi les soldats de la Grande Armée, ou ce qu'il en reste. Les incendiaires, pris sur le fait, sont fusillés et pendus aux arbres. Pas fusillés ou pendus, fusillés et pendus. Napoléon, toujours victorieux par le passé, n'en démord pas. Il écrit 3 fois au tsar afin de proposer la paix. Ses demandes restent les mêmes. La Russie doit rejoindre le blocus continental et conclure une alliance militaire avec la France. Le tsar Alexandre ignorera ces 3 lettres. Le 3 octobre, Napoléon convoque ses chefs de corps et leur expose son plan. Rassembler ce qu'il reste des troupes, brûler ce qui reste de Moscou et marcher sur Saint-Pétersbourg où l'armée du maréchal MacDonald, toujours aux prises avec les Russes aux abords de Riga, viendra les rejoindre. Ses interlocuteurs arrivent à le convaincre que ce n'est clairement pas une bonne idée. À la veille de l'hiver, avec l'armée de Koutouzov dans le dos, pas top. D'ailleurs, au sud-est, l'armée russe, loin d'être sortie de l'action, se préparait à contre-attaquer. Chaque jour, des centaines, voire des milliers de paysans viennent grossir les rangs de l'armée. 26 régiments de Cosaques, venus de leurs steppes lointaines, viennent apporter leur soutien à l'armée régulière. Les Cosaques sèment la panique en attaquant les convois, en brûlant les ponts, en abattant des arbres sur les routes, exposant toute colonne partie à la recherche de ravitaillement et de fourrage dans la campagne avoisinant la capitale à tomber dans une embuscade. La vie se complique. Les paysans des environs résistent à l'ennemi et retiennent la nourriture. La grande armée commence à manquer de vivres. Privé de victoire, de nourriture et d'abri, Napoléon décide de battre en retraite. L'occupation française aura duré un peu plus d'1 mois. Mais avant de partir, Napoléon décide d'envoyer un dernier message à l'empereur Alexandre Ier. Il tente de faire sauter le Kremlin. Et là encore, c'est un échec. Le 23 octobre, au moment même où les derniers soldats français quittent la ville, les explosions commencent. Une tour est détruite, 3 sont endommagés, ainsi qu'une partie du mur du Kremlin. Le plus haut bâtiment de Moscou, le clocher d'Ivan le Grand, a miraculeusement survécu. Les dégâts sont toutefois limités, une grosse pluie d'automne a éteint la plupart des mèches. J'ouvre une petite parenthèse. Au même moment, en France, le général Claude-François Mallet, déjà interné pour conspiration depuis 4 ans, réussit à s'évader. Revêtu de son uniforme de général de brigade, il se rend à la caserne de Popincourt, où réside la 10e cohorte de la garde nationale. Il présente un senatus consulte annonçant la mort de Napoléon en Russie, réunit quelques soldats et ordonne la libération d'autres généraux également emprisonnés pour conspiration. Ces derniers ignorent d'ailleurs que Napoléon est toujours vivant. Il parvient à convaincre bon nombre de soldats et de fonctionnaires crédules, mais sera finalement pris dans le bureau du colonel Doucet, qui avait reçu une lettre envoyée par Napoléon après le 7 octobre, date prétendue de sa mort. Les conspirateurs seront tous exécutés. Napoléon ne l'apprendra que début décembre, à son retour de la campagne. Il est fou de rage. Aucun membre du gouvernement impérial n'a eu l'idée de crier « Napoléon est mort, vive Napoléon II », remettant ainsi en cause la légitimité de son pouvoir. Je referme la parenthèse. Napoléon voulait suivre un trajet différent de celui de l'aller, afin de traverser des terres qui n'avaient pas été brûlées ni pillées par son armée. La première bataille a lieu le 24 octobre à Mala-Yaroslavets. La ville changera de main à 7 reprises dans la journée, pour finir entre les mains du général Davout et du prince Eugène. C'est une nouvelle victoire de Napoléon qui peste. Cela devient grave, je bats toujours les Russes, mais cela ne termine jamais rien. Koutouzov déploie son armée en position de blocage et contraint Napoléon à reprendre la route initiale. Des escarmouches éclatent régulièrement. Les troupes de Napoléon sont harcelées par l'ennemi. La cavalerie légère russe attaque et détruit les unités françaises isolées. Le 29 octobre, la colonne traverse le champ de bataille de Borodino, toujours jonché de cadavres et survolé par des nuées de corbeaux. Tous demeurent silencieux et pressent le pas. L'empereur et ce qui restait de son armée prennent alors la route de Smolensk. Jusqu'à Dorogobouj, à 3 jours de marche de Smolensk, la retraite présentait encore une apparence d'organisation. C'est le 6 novembre que la débâcle commence. Le vent se lève et une tempête de neige s'abat sur l'armée en déroute. La température descend jusqu'à -22 degrés. Les chevaux, mal ferrés, nourris avec des écorces et de la paille pourrie, glissent sur le verglas, tombent par centaines et ne peuvent se relever. Ils sont aussitôt dépecés et mangés. La route est ainsi jalonnée de pièces d'artillerie abandonnées, de véhicules de toutes sortes renversés et surtout de cadavres.
Le froid et la faim font des ravages. La nuit, on entend les hurlements des loups et des chiens errants. Au matin, on retrouve hommes et chevaux morts de froid, couchés et couverts de neige. Les hommes autour de leur feu et les chevaux encore attelés aux pièces qu'il faut abandonner. Les soldats mal chaussés, mal vêtus et n'ayant rien à manger ou à boire, accablés par la neige et le vent, ne distinguent plus la route des fossés. Les désertions prennent de l'ampleur, et la plupart des déserteurs sont faits prisonniers par les paysans russes. Le 7 novembre, Napoléon parvient à rejoindre Smolensk, mais les provisions sur lesquelles comptait l'armée en déroute ont été consommées par les troupes de réserve et de communication. Les hôpitaux, débordant déjà de malades et de blessés, sont submergés. Il faut laisser les malades et les blessés dans les rues, sur les charrettes qui les ont amenés. Seuls 40 000 soldats sont encore en état de combattre, et la ville ne dispose d'approvisionnement que pour une dizaine de jours. Dans ces conditions dramatiques, Napoléon réalise que la position de Smolensk est intenable. Il n'est plus question de passer l'hiver ici. Au nord-ouest, les forces du général von Wittgenstein ont bousculé celles du maréchal Oudinot qui occupait la ville de Polotsk, et se sont déjà emparés de Vitebsk. Pour regagner Vilna, l'armée ne peut plus emprunter la route de l'Allée. Elle devra passer plus au sud et traverser la Bérézina. Le nouveau but stratégique est désormais de gagner Minsk avant l'arrivée des Russes, qui avancent également dans cette direction. Il faut partir au plus vite. Le 14 novembre, la colonne quitte Smolensk. Le maréchal MacDonald, qui depuis le début de la campagne contenait les Russes aux portes de Riga, doit aussi lâcher prise sous la poussée de l'ennemi renforcé par des unités suédoises et des divisions ramenées du front de Finlande. Le 20 novembre, Napoléon quitte Orsha. Il règne un tel désordre dans les rangs de l'armée que les Cosaques n'hésitent plus à s'approcher des bivouacs, à s'emparer des bagages et à sabrer tous ceux qui tentent de les repousser. Napoléon comprend le danger. Seule sa garde peut assurer sa sécurité, et celle-ci en fera le serment. Ces hommes ne failliront pas un seul instant, jusqu'à la fin de la campagne. Les Cosaques eux-mêmes leur rendront hommage et éviteront de les affronter. Un de leurs chefs, qui à plusieurs reprises eut l'occasion de les approcher, écrira un jour « La garde passa parmi nous comme un navire de haut bord, armé de 100 canons, passe parmi des barques de pêcheurs. » La colonne avance à marche forcée et va parcourir 120 km pour atteindre la ville de Borisov en 3 jours. Ceux qui tombent, et ils sont nombreux, ne se relèvent pas et meurent sur place. À peine ont-ils les yeux fermés que leurs camarades s'emparent de leurs vêtements, de leurs chaussures et des maigres provisions qu'ils ont parfois réussi à conserver. Le 23, Napoléon s'installe dans le hameau de Bor, à une trentaine de kilomètres de Borisov pour y passer la nuit. Mais il est trop tard. L'amiral Tchitchagov est déjà sur place. Il occupe la ville et contrôle le pont qui permet de passer sur la rive gauche. Malgré le froid intense, il fait moins 37 degrés, la glace est encore trop faible pour traverser le fleuve à pied. La Grande Armée se trouve à cet instant dans une situation désespérée. Exposée sur son flanc aux coups de l'armée de Wittgenstein et poursuivie par celle de Kutuzov, elle ne peut franchir la Bérézina dont le seul pont, celui de la ville de Borisov, est contrôlé par l'armée de Tchitchagov. Un peu plus en amont, face au village de Studienka, le général Corbineau a identifié un passage possible. La rivière ne fait qu'une vingtaine de mètres de large et n'est profonde que de 2 mètres. 2 ponts vont être construits par les pontonniers néerlandais du général Jean-Baptiste Eblé pendant que Napoléon fait diversion à Borisov. Imaginez un peu ce chantier. Il fait un froid glacial, et pour glacial, moins 37 degrés. Les pontonniers travaillent dans l'eau, les glaçons interrompent de temps à autre leur travail, il n'y a ni vivres ni eau de vie pour les réchauffer. Vaincus par le froid et la fatigue, ils seront presque tous emportés par le courant. Sur les 400 hommes qui ont construit les ponts, 8 d'entre eux seulement survivront. L'armée franchit la Bérézina le 26 novembre, malgré l'opposition des 3 armées russes. De nombreux retardataires sont encore sur l'autre rive, mais la plupart des traînards, comme on les appelle, épuisés, préfèrent attendre le jour pour traverser. Ils seront faits prisonniers. Après avoir attendu autant que possible, entre 8h30 et 9h, les 2 ponts sont incendiés sur ordre de Napoléon. La rive gauche de la Bérézina offre alors le spectacle tragique d'hommes, de femmes et d'enfants se précipitant à travers les flammes des ponts ou tentant de traverser la rivière à la nage. Malgré leur supériorité numérique et leurs initiatives, les Russes n'ont pas réussi à anéantir l'armée impériale éprouvée par la retraite. Le 5 décembre, Napoléon abandonne son armée pour rentrer à Paris. Il donne le commandement à Murat, qui le laissera à son tour au vice-roi d'Italie. Vilnius est évacué, les restes de la Grande Armée se réduisent encore,
et quitte définitivement le territoire russe le 14 décembre 1812. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas le pouce bleu, lâchez un commentaire, abonnez-vous, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, et je vous retrouve dans le prochain épisode. Ciao!